Réflexion sur les miroirs concaves. Bonjour. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des miroirs concaves. On va essayer d'établir notamment des lois ou des relations qui nous permettent de jouer avec la position de l'image, de l'objet, la distance focale, et on va parler du grandissement de nos images. On a parlé dernièrement des miroirs concaves qui pouvaient faire converger les rayons vers un foyer, des rayons parallèles. Donc, j'utilise un miroir concave et on a opté pour le miroir sphérique qui était une belle approximation du miroir parabolique pour des faibles ouvertures de miroir. Ça va nous simplifier aussi les calculs. Donc, le miroir est placé au centre de ce qu'on peut appeler l'axe optique. Donc, l'axe optique, il passe à travers notre miroir. Donc, supposons maintenant que j'ai un objet, et là, c'est un cactus. Donc, pour trouver l'image de cet objet-là, qui sera formé par le miroir, je peux utiliser plusieurs faisceaux. Donc, pour chaque point, je pourrais considérer un premier faisceau qui est parallèle à l'axe optique et donc qui sera réfléchi à travers le foyer comme on l'avait souligné, c'est la propriété du miroir. Le foyer qui est situé à une distance f du miroir de courbure 2f. Donc le centre de courbure ici, il est à 2 fois cette distance du miroir. Un deuxième point, en fait un deuxième faisceau qu'on peut utiliser, c'est en utilisant les propriétés de symétrie. Donc, on pourrait avoir un faisceau, contrairement à celui-là, qui passe par le foyer et qui est réfléchi de façon parallèle. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, notre faisceau qui passe par le foyer sera réfléchi de façon parallèle. On a un deuxième point. Ce deuxième point-là, c'est un deuxième rayon, par exemple. Pardon. Ce deuxième faisceau nous permettrait déjà de tracer notre image. On sait que ce point-là se reproduira ici, mais on va voir qu'il y a un troisième rayon qui peut nous permettre, qui peut nous aider également. C'est le faisceau qui va passer par le centre de courbure. Donc, par définition, ce faisceau-là va être perpendiculaire au miroir et donc il sera réfléchi sur lui-même. Donc, on voit, on a l'intersection de ces trois faisceaux-là qui nous permet de tracer notre image. On verra que dans ce cas-là, l'image est bien réelle puisqu'elle est formée de l'intersection de faisceaux qui se touchent directement. Et par contre, l'image est inversée. On en reparlera bientôt. Donc, une fois que j'ai ça, je peux essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, je peux, comme j'ai dit, là, notre foyer est situé à une distance f, et une distance f plus loin, on a le centre de courbure. On pourrait définir la position de l'objet comme D indice O, et D indice I serait la distance image. Et là, on va utiliser les propriétés des triangles semblables. Parce que oui, il y a des triangles semblables. La partie ombragée ici, que vous voyez, c'est un triangle qui est semblable à celui-ci. Pourquoi? Parce qu'ils partagent, ils ont des angles qui sont opposés par le sommet, donc ces deux angles-là sont égaux. Et chacun possède un angle droit, donc forcément, ce sont deux triangles qui sont semblables. Donc, on peut les déplacer ici. J'ai fait pivoter là, le petit miroir, le petit triangle pour que ce soit plus facile. Donc, cette hauteur-là, c'est la hauteur de l'objet. Donc, je peux appeler ça H0. Et de la même façon, j'aurai une hauteur HI ici pour mon image. La base, ici, on peut voir que c'est la distance DO moins 2 fois la distance focale. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Pour mon petit triangle ici, j'ai 2 fois la distance focale moins la distance image. Donc, c'est la base de mon deuxième triangle. Je pourrais écrire, dans les deux cas, une relation. Dans ce cas-là, je pourrais écrire une relation parce que comme ils sont semblables, je sais que le rapport des hauteurs va être égal au rapport des bases. Et c'est ce qui est écrit ici. Donc ça, je l'ai trouvé avec une paire de triangles semblables, mais j'en ai d'autres. Je pourrais mettre en évidence ces deux-là ici. Encore une fois, on a des triangles semblables parce que j'ai encore une fois
un angle opposé par le sommet et j'ai deux angles de 90 degrés. Donc, je sais que ces deux triangles-là sont semblables. Je les reproduis. Encore une fois, les hauteurs, c'est les mêmes, H0, HI, mais les bases sont différentes. Dans un premier temps, ici, j'ai la distance objet moins une fois la distance focale. Et mon autre ici, ben, c'est la distance focale, tout simplement. Donc, je peux avoir une deuxième relation ici pour définir le rapport HI sur HO. Par la méthode de comparaison, je sais que ces deux fractions-là sont équivalentes. Je peux les égaler. Et là, il y a un petit tour de manivelle. Je multiplie par les dénominateurs des deux côtés. Donc, j'obtiens ça comme ça. OK? Et là, une fois qu'on fait la distribution, ben là, je me ramasse avec 2FDO moins 2F2 moins DI-DO plus FDI est égal à FDO moins 2F2. On voit que les moins 2F2 des deux côtés, on peut les simplifier. 2FDO à gauche se simplifie avec un FDO à droite. Et ce qui me reste, c'est FDO moins DI-DO plus FDI qui est égal à 0. Bon, on peut aller un peu plus loin en isolant DI-DO et ensuite en divisant par DI-DO. Et ce qu'on trouve à ce moment-là, c'est F sur DO plus F sur DI qui est égal à 1, ou en divisant par F, 1 sur DO plus 1 sur DI est égal à 1 sur F. Ce qui se trouve à être notre relation là, du miroir, là, donc une relation des miroirs qui va être super importante, qui relie la distance objet, la distance image, ainsi que la distance focale. On peut aller, on met ça en banque, puis on peut aller un peu plus loin en essayant de déterminer un peu la hauteur, hein, le rapport de hauteur qu'on va appeler le grandissement. Okay? Donc, le rapport entre l'hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. Donc, je peux prendre cette relation que je connais et bon, je divise par F au numérateur et au dénominateur, j'ai ça ici. Et là, je vais utiliser la connaissance que j'ai ici. 1 sur F, c'est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. Et je peux réécrire cette fraction-là de cette façon ici. Hein, j'ai multiplié, j'ai remplacé ma 1 sur F par 1 sur DO plus 1 sur DI. Et là, avec un petit peu d'algèbre, je distribue le DO. J'arrive à 1 sur 1 plus DO sur DI, moins 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. J'arrive à DI sur DO. Donc, j'ai trouvé une relation ici qui relie le grandissement, qu'on appelle HI sur HO, et les distances objets. Bon, là, il y a une petite subtilité, c'est qu'on va introduire un signe moins. Et le signe moins, c'est pour tenir compte ici du fait que mon miroir est inversé. Donc, lorsque j'aurai une distance ici, lorsque j'aurai un tel miroir, ben là, je dois mettre le signe moins pour signaler que ma distance est vraiment par en bas. Hein. J'aurais pu définir mon HI comme négatif, étant donné qu'il était tourné vers le bas. Et si je le fais, ben là, j'obtiens cette définition-là, qui est celle qu'on utilise là, par convention. Donc, je mets ça de côté. Et puis, je vais regarder qu'est-ce qui se passe lorsque je bouge mon image. Donc là, j'ai une image qui est située au-delà du centre de courbure. Et puis, ben, je me suis rapproché un petit peu. Et en me rapprochant, vous voyez que l'image, elle a grandi. Pourquoi elle a grandi? Ben, c'est parce que si vous voyez ici, le grandissement, il est proportionnel à la distance image. Donc, si j'ai éloigné la distance image ou si j'ai diminué la distance objet, ben, vous voyez que mon objet grandit comme ça. OK? Donc, ça, c'est ce qui se passe lorsque je suis toujours au-delà de mon centre de courbure. Donc, j'ai un grandissement qui est négatif parce que l'image est inversée. Ça reste une image réelle, mais par contre, en valeur absolue, c'est plus petit que 1. Donc, l'image est plus petite que l'objet. Maintenant, je vais me rapprocher. Je me mets exactement au centre de courbure. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement au centre de courbure? Ça veut dire que ma distance objet, c'est égal à 2F.
Donc ici, j'ai 1 sur 2f plus 1 sur la distance i, qui est égale à 1 sur f. Mais à ce moment-là, je peux voir que mes distances objet et image, ben, ils ont la même grandeur, de sorte que mon grandissement, ça va être moins 1. Okay? Donc, l'image est renversée, mais est exactement de la même grandeur que l'objet. Si je m'approche maintenant encore plus, là, je suis situé entre le centre de courbure et la distance focale. Là, mon image, elle se trouve à être plus grosse que mon objet. OK? Et ça se comprend, encore une fois, si on regarde ça ici. Le DO, hein, il est plus petit que le DI, de sorte que l'image, le grandissement, est plus grand que 1 en valeur absolue, mais il reste quand même négatif. Qu'est-ce qui arrive maintenant lorsque mon objet est situé au foyer? Bien, si mon objet est situé au foyer, vous voyez qu'à ce moment-là, 1 sur f plus 1 sur di est égal à 1 sur f. Bien, c'est vrai uniquement si cette fraction-là, 1 sur di, est égale à 0, ce qui est vrai si la distance image est égale à l'infini. Donc, à ce moment-là, mon image se forme à l'infini et le grandissement est infini. Bon, en pratique, on ne peut pas travailler avec ça. Hein, on ne peut pas aller à l'infini observer notre image. Donc, ça, mais c'est vraiment ce qui se forme, ce qui se fait ici. Puis là, on va faire un cas extrême. On va même aller au-delà ici de la distance f. Et qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? Là, c'est assez intéressant. Parce que regardez maintenant mes faisceaux. Donc, j'ai mon premier faisceau qui passe par le foyer. C'est-à-dire qui va au miroir, qui passe ici par le foyer. J'ai mon rayon de courbure, hein, c'est le faisceau qui revient sur lui-même. Et puis, j'ai ici le faisceau là, qui est parallèle au miroir et qui passe par le foyer. Donc, il n'y a aucun de ces miroirs-là, aucun de ces faisceaux-là qui se rejoint du côté du miroir. Par contre, leur prolongement, ici, le prolongement des faisceaux, va former un point de l'autre côté du miroir. Donc ça, on aura affaire à une image qui sera virtuelle. Donc elle n'est pas du même côté que le miroir, elle n'est pas formée avec les rayons, mais plutôt avec leur prolongement. Donc j'ai une image virtuelle. Ça donne que cette image-là est plus grande. Donc le grandissement, il est plus grand, comme on le voit bien ici. Et pourquoi c'est plus grand? Ben, c'est parce qu'on a ici une image, une distance objet qui est plus petite que l'image en valeur absolue que la distance image. Par contre, ici, on a la distance image qui est négative parce qu'elle est située de l'autre côté du miroir. Donc là, j'ai moins DI qui est négatif, donc ça fait une valeur positive. C'est pour ça que mon grandissement il est positif. Donc j'ai une image qui est droite. Par contre, c'est une image qui est virtuelle. Donc, en conclusion, on a trouvé deux relations principales pour les miroirs. En fait, on l'a utilisé uniquement là, pour les miroirs concaves, mais on en reparlera pour les miroirs convexes. La première relation, 1 sur la distance objet plus 1 sur la distance image est égal à 1 sur la distance focale du miroir. Et puis le grandissement, lui, par définition, c'est le rapport entre la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. Ben, c'est égal, par convention, à moins la distance image sur la distance objet. Lorsque l'image est du même côté du miroir que l'objet, ben là, on parle d'une image réelle. Donc là, c'est vraiment les faisceaux qui se rejoignent pour former l'image. Par contre, lorsque l'image est de l'autre côté du miroir, ben on aura affaire à une image virtuelle qui sera composée par les prolongements de mes rayons. Et puis aussi, on va ajouter que si l'image n'est pas située du même côté que le foyer, ben à ce moment-là, le DI, c'est négatif. Donc, ma distance objet sera négative.